L'histoire des transports urbains et rurbains commence par les transports hippomobiles. Donc les autorités, c'est en fait au XIXe siècle et au XXe siècle, jusqu'à la loi de décentralisation, le préfet, il faut bien le dire. Et donc c'est ce préfet, les villes, les municipalités ou les départements qui ont la responsabilité des transports dits ruraux, qui mettent en place les réseaux de transport collectifs, qui sont des transports hippomobiles, tramways hippomobiles, mais là, ils imposent également une rationalisation, une modernisation. Donc l'autorité de tutelle a toujours été forte. Par exemple, à Paris, c'est bien l'autorité de tutelle qui impose la fusion des transports hippomobiles dans un seul réseau, la Compagnie Générale des Omnibus en 1852. C'est l'autorité de tutelle dans les départements et à Paris qui impose le passage des tramways hippomobiles aux tramways électriques au début du XXe siècle, avec la menace de ne pas renouveler la concession, et ces autorités imposent également des tarifs spéciaux avantageux pour notamment le peuple. Par conséquent, jamais ces transports en commun urbain et urbain n'ont échappé à l'emprise du pouvoir politique et économique. Ils ont géré également, bien entendu, les déficits et tout l'art de la négociation entre les concessionnaires et le concédant aura été de déterminer l'ampleur du déficit à combler, ce qui est un thème historique et qui est encore un thème d'actualité. Mais cette révolution de la mise en place de réseaux urbains et rurbains qui s'accompagnent du développement, qui reflète le développement des grandes banlieues, qui reflète également le développement des bourgades situées dans l'aire d'attraction des grandes métropoles comme à Bordeaux et à l'échelle du département de la Gironde, aboutit à une autre révolution qui remet en cause cette logique hippomobile, c'est le développement des chemins de fer d'intérêt locaux gérés par les départements le plus souvent ou par les grandes compagnies ferroviaires privées pour un certain nombre de lignes. C'est d'autre part, évidemment, le développement, l'intensification des tramways en liaison avec des grandes compagnies électriques, souvent, comme à Bordeaux, avec les TEOB, les tramways et omnibus de Bordeaux, en liaison avec le groupe Thomson Houston, par exemple, qui est la future compagnie générale d'électricité ou Alstom aujourd'hui. Dès lors, cette mutation permet la diffusion de ces réseaux dans le tréfonds des campagnes. Toutes ces pistes cyclables sur lesquelles on circule aujourd'hui en tourisme, c'était des chemins de fer d'intérêt locaux, avec un drainage profond de cette population pour le travail, mais aussi surtout pour les marchés, pour aller fréquenter les marchés, et ensuite pour le tourisme ou pour les bourgeois à rejoindre sa grande propriété dans une lointaine banlieue, genre chartreuse, girondine. La mutation, c'est dans l'entre-deux-guerres l'explosion du car. Le car qui vient remettre en cause la toute-puissance du train d'intérêt local et des tramways urbains. Par conséquent, cette révolution du car, marquée en Charente et en Gironde par la grande compagnie Citram, qui avait son siège près des allées de Tourny et son grand garage jusqu'aux années 1980, eh bien, cette révolution du car permet une autre révolution, c'est l'écroulement de ces réseaux de tramways de banlieue ou de tramway urbain ou de train d'intérêt local. Dès lors, l'autorité concédante, municipalité, département, impose cette mutation dans l'espoir de réduire le déficit à combler, et cette révolution se produit entre les années 30 et la fin des années 50, en Gironde en 1955, pour les trains gérés, supervisés par le département. Dès lors, ce qui se produit, c'est que des compagnies ferroviaires qui géraient un certain nombre de trains d'intérêt local sont peu à peu reprises par des compagnies de transport, les fédérants, des holdings de services collectifs de transport urbains et ruraux,
Et c'est ainsi que naît la CGFTE et une autre société qui est l'ancêtre gérée, animée par la Caisse des dépôts. Et en parallèle, la SNCF qui garde le monopole sur de transport par car à l'emplacement des lignes que SNCF gérait par elle-même, la SNCF met en place son propre service de car sans attendre Emmanuel Macron. Et par conséquent, des grosses compagnies de services collectifs de transport urbains, ruraux, en liaison avec le grossissement des agglomérations, se mettent en place et ces trois compagnies débouchent sur la situation des années 80-2010, c'est-à-dire Keolis pour SNCF, Transdev pour la Caisse des dépôts et une compagnie qui s'appelait Veolia Transport à la fin de sa vie, qui pour l'ancien groupe de la Compagnie Générale des Eaux, qui était un groupe fédérant des services collectifs. Trois grands groupes, mais également dans chaque département un peu dense, un certain nombre de sociétés privées qui, y compris dans la grande banlieue parisienne, gèrent des lignes en concession. Chaque département en a à peu près une vingtaine de compagnies comme cela qui gèrent les transports scolaires, les transports ruraux et urbains, notamment ce qui est devenu Transgironde pour le département de la Gironde. Et cette mutation explique la constitution capitalistique des groupes, un peu l'hypocrisie française, c'est-à-dire qu'il faut ne pas privatiser les trains, les TER, qui eux aussi ont pris le pied sur une revanche sur le car avec leur modernisation sous l'égide des régions et de la SNCF. Donc d'un côté, il faut garder les TER sans concurrence, mais de l'autre, le même groupe, SNCF, gère Keolis et CDC gère Transdev qui a repris Veolia Transport l'an dernier. Au bout du compte, cette économie mixte des transports permet un dynamisme dans les services collectifs des transports. C'est l'un des points forts de notre économie des services collectifs. C'est ainsi, cela s'explique, par conséquent, cela explique le déploiement international. Et même RATP, qui un jour va affronter la concurrence, ça se rapproche dans une demi-douzaine d'années, RATP elle-même se prépare par le biais de RATP Dev, est entrée en concurrence dans les régions avec les groupes précédents et Transdev, Keolis et RATP se déploient à l'international, gèrent des réseaux forts de cette expérience acquise dans les transports urbains et semi-ruraux, peuvent déployer leur expérience au Royaume-Uni, en Allemagne, en Australie, un peu partout dans le monde et même aux États-Unis face à des groupes concurrents allemands, suédois ou britanniques. Mais des enjeux se posent désormais, qui sont des enjeux de la nouvelle géographie urbaine, avec le déploiement des agglomérations, de la rurbanisation, de l'étalement dans l'espace des couches populaires ou petites bourgeoises. Et par conséquent, le transport urbain est devenu la clé de cette intégration urbaine aux grandes métropoles, à ce qui est devenu les grandes métropoles, dans le cadre d'une révolution conceptuelle qui est, on le sait, la mobilité multimodale organisée, le transfert entre le transport urbain, Transgironde aboutissant par exemple sur la rive droite, le transport urbain, le tramway, et des formes de déplacement doux, bicyclette, etc., etc. Dès lors, cette révolution de la multimodalité est l'enjeu de la décennie qui vient. Elle s'accompagne d'une autre révolution qui peut paraître bizarre, y compris dans les transports urbains, c'est la révolution genrée, car les femmes au travail n'ont pas les mêmes horaires, les mêmes modes de vie que les hommes au travail, donc il faut organiser une mobilité féminine, tenir compte des horaires spécifiques pour déposer les enfants à l'école, aller les rechercher, etc., rendre compatible la vie familiale et la vie professionnelle. Et enfin se pose le problème de la concurrence, de l'ouverture à la concurrence d'un certain nombre de ces réseaux. On est désormais dans une économie de compétition qui s'exerce à travers la densification des réseaux,
la lutte contre la fraude, qui est un enjeu devenu essentiel chez tous les gestionnaires de transport urbain et urbain. On estime qu'entre 10% et 20% des gens